Être un marketeur B2B, c'est être constamment balancé entre les sujets stratégiques et la to-do list opérationnelle qui s'allonge, sans compter les relations avec les sales et le CEO. Mais tu n'as pas à être seul. Entre et installe-toi, bienvenue au Café du Market. Je suis Axel Kaetka, ex-responsable marketing et solopreneur, créateur du Café du Market, la communauté francophone réservée aux marketeurs B2B. Avec ce podcast, j'ai créé le contenu que j'aurais aimé écouter pour progresser encore plus vite quand j'ai pris mes premières responsabilités. On y débriefe les méthodes de base comme les dernières tendances marketing en compagnie des meilleurs experts du sujet. Et si tu veux aller encore plus loin, tu peux aussi t'abonner à la newsletter ou rejoindre directement la communauté pour échanger avec des pairs et donner un coup d'accélérateur à ta carrière. Et maintenant, détends-toi, prends ta boisson préférée et si tu entends des discussions intéressantes, sers-toi, c'est offert par la maison. Pour ce podcast, j'ai l'honneur d'être soutenu par ma solution de marketing automation préférée, c'est Pledzi. Si je t'en parle, c'est parce que je l'ai utilisé à titre pro et que j'en ai été pleinement satisfait. On le sait, quand on fait du marketing automation, ce qui est compliqué, c'est d'entretenir constamment des workflows de nurturing et de les mettre à jour avec de nouveaux contenus. Là où Pledzi est très fort, c'est qu'ils ont développé une campagne intelligente qui est capable de pousser automatiquement le bon contenu au bon moment à la bonne personne, en fonction de ses centres d'intérêt et du stade de maturité du lead. Ce qui ne gâche rien, c'est qu'ils ont une équipe au top, avec un service CSM dédié qui est là pour t'aider à mener à bien ton projet. Mais assez parlé, passons à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Café du Market. LinkedIn, dans sa partie Ads notamment, a présenté pas mal de nouveautés, dont des nouveaux formats, depuis le début de l'année. Comme c'est l'un des canaux les plus intéressants et les plus utilisés en paid en B2B, je me suis dit que c'était l'occasion de faire un petit point sur le sujet avec un expert en la matière, Moni Chim, qui est indépendant expert LinkedIn Ads. On va voir ensemble justement quelles sont les dernières tendances de 2024, quelles sont les nouveautés, les formats qui performent le mieux et puis comment construire un compte en 2024 pour être performant sur ce canal. Cet épisode est issu d'une masterclass de la communauté du Café du Market que je t'invite à rejoindre si tu veux en savoir plus. Et maintenant, je te laisse avec ton épisode. À très vite. Salut Moni, écoute, on se connaît bien tous les deux, c'est pas la première fois que tu passes sur le podcast, d'ailleurs on avait déjà fait un petit peu comment se lancer sur LinkedIn Ads en B2B, donc l'occasion aujourd'hui pour revenir comme on le disait sur les nouveaux formats. Juste avant d'attaquer le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît? Bien sûr, merci déjà Axel pour cette invitation sur ta communauté et ton podcast communautaire. Je suis Moni, je suis freelance LinkedIn Ads au service des entreprises B2B avec une offre supérieure à 10K par an. Je suis aussi hôte du podcast hebdomadaire Marketing B2B et créateur de contenu sur LinkedIn. Top, attaquons tout de suite le vif du sujet. Je le disais en introduction, LinkedIn et LinkedIn Ads ont pas mal évolué depuis le début de l'année avec des nouveaux formats notamment qui sont arrivés. On pense au Thought Leader Ads, même si c'était déjà fin 2023, des choses qui ont bougé par rapport à ça en 2024. Est-ce que tu peux peut-être du coup déjà nous faire un aperçu de quelles sont les nouveautés qui sont arrivées sur LinkedIn Ads et puis aussi est-ce qu'il y a des évolutions qui sont attendues d'ici la fin de l'année? Tout à fait. Donc, il faut absolument que je parle encore des Thought Leader Ads non employés. Pour rappel, c'est un format qui a été lancé par LinkedIn en 2023, en juin, qui consiste à sponsoriser des posts de vos employés. Mais depuis avril 2024, on peut aussi sponsoriser en Thought Leader Ads des posts de non employés, c'est-à-dire par exemple des influenceurs, par exemple des clients satisfaits, etc. Je rappelle que le format Thought Leader Ads est l'un des formats les plus performants aujourd'hui parce que c'est un format qui fait extrêmement organique et authentique. Je peux donner quelques benchmarks internes par rapport au Thought Leader Ads. J'ai des taux de clics qui varient entre 2% et 7%. Donc, c'est taux de personnes qui vont vouloir lire l'intégralité du post. Des coûts par clic entre 40 centimes et 1,50 €. Et après, par rapport au Thought Leader Ads, un conseil que je recommande, c'est pas nécessairement dans tous les posts que vous sponsorisez, mais dans une grande partie. Une fois que le post a été posté et après avoir attendu 3-4 jours, le temps qu'il y ait plus d'engagement organique, demandez à la personne qui a créé le post d'éditer le post et de rajouter un lien vers une page de votre site web ou au moins un endroit où vous voulez envoyer les gens, que ce soit une vidéo YouTube, que ce soit une newsletter, etc. Et par rapport au coût par clic vers la page destination, donc du coup vers une page qui est extérieure au post, mon benchmark, c'est entre 2,70 € et 8 €.
Et pour terminer sur ce format-là, il y a un petit hack que je conseille. Si vous avez un taux de clic très important, donc qui va typiquement dépasser les 10%, alors je conseille de passer de l'objectif par défaut engagement à l'objectif notoriété de la marque, ce qui va permettre de réduire le CPC. C'est-à-dire qu'en gros, vous aurez un taux de clic un peu plus faible, mais par contre, beaucoup plus d'impressions et un CPM beaucoup plus faible, ce qui au final va réduire le coût par clic. Donc, je conseille d'essayer de faire ce switch d'objectif. Donc ça, c'était vraiment par rapport au premier format que je voulais parler. Top, bah, du coup, juste, Moni, par rapport à ce que tu disais, en fait, contrairement à ce qu'on pouvait faire avant, en fait, LinkedIn Ads, où, bon, bah voilà, soit on sponsorisait des posts de la page entreprise, ou alors on créait des publicités ad hoc, on va dire spécialement pour les campagnes. Les Thought Leader Ads, elles sont arrivées donc fin 2023, et c'était la possibilité pour les pages entreprises, du coup, d'aller sponsoriser des posts des employés et des administrateurs de la page. Et là, ce que tu nous dis, en fait, c'est qu'en fait, justement, en 2024, la nouveauté, c'est qu'on peut aussi aller sponsoriser des posts de personnes qui sont pas du tout rattachées à l'entreprise et qui, du coup, sont externes, comme bah, ce que tu disais sur les influenceurs, ces choses-là. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, on va pouvoir aller sponsoriser des posts organiques, en fait, qui ont déjà eu de l'engagement, un engagement initial, c'est ça? C'est exactement ça. Et j'ai une best practice aussi à proposer. C'est de pas forcément sponsoriser tous les posts de vos C-level, employés ou influenceurs ou clients, mais essayer d'aller sponsoriser des posts qui ont un engagement organique. Moi, je prends la valeur de 3%. C'est-à-dire que si je vois qu'il y a eu plus de 3% de taux d'engagement, je sponsorise le post. Donc, comment je calcule le taux d'engagement? C'est facile, hein. Je divise la somme, enfin plutôt, je prends la somme des commentaires et des likes, donc ça fait un certain nombre, et je vais diviser ça en fait par le nombre d'impressions. Et en gros, ça me permet de déduire le taux d'engagement. Donc, il y a d'autres nouveautés par rapport à LinkedIn assez récentes. Donc, il y a ce qu'on appelle le dwell time ou temps de visite. On a beaucoup parlé de ça par rapport à LinkedIn organique. Oui, voilà, comment on fait pour que les posts organiques, les gens ils passent plus de temps dessus. Maintenant, en paid, dans le gestionnaire de publicité, enfin plutôt dans l'onglet faire de la publicité du campaign manager, si vous allez sur les colonnes engagement, vous allez pouvoir voir la métrique temps de visite. Et en gros, LinkedIn, il calcule combien de temps les gens ils s'arrêtent sur une pub. Donc en fait, il traque un peu l'écran des gens. Et ça permet en fait d'avoir une métrique de plus d'engagement non lié au clic ou non lié à une vue de vidéo. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, avant, quand on avait des publicités, qu'on pourrait voir l'engagement des gens par rapport à taux de clic ou par rapport au fait qu'ils regardent 50% de la vidéo ou 100% des vidéos ou alors qu'ils regardent par exemple 50% du document ad. Là, on a en plus cette data-là qui permet de savoir en moyenne combien de temps les gens y restent. Et ça permet du coup d'avoir un point de data en plus. Je donne juste quelques petits benchmarks par rapport à ce que j'ai. Sur les audiences froides, j'ai un dwell time ou un temps de visite qui est entre 2 secondes et 5,5 secondes. Et en retargeting, entre 2,2 secondes et 6,4 secondes. Ce qui est logique, les gens ils restent un petit peu plus de temps sur les publicités. Ouais, ouais, mais ça, ce sera aussi important, je pense, tu vois, quand on parlera un peu après des stratégies à adopter. Mais tu vois, justement, ça me fait penser parce que moi, avant l'été, je lançais une campagne pour un client sur LinkedIn Ads, justement sur une audience de retargeting, et à l'issue en fait de la campagne, on voyait très peu de conversions depuis LinkedIn Ads, mais par contre en fait il y a des gens, des clients qui ont acheté, qui nous ont contactés, des gens qui ont rempli le formulaire sur le site internet en disant ah, on vous voit partout sur LinkedIn. Et donc en fait on se rend compte que ces publicités sur LinkedIn, ça permet aussi de rester top of mind, mais en fait, si on traquait que le clic et la conversion directe depuis LinkedIn, on raterait en fait aussi l'efficacité du fait que les gens voient les publicités. Et ce qui se passe en fait, c'est qu'on voit les pubs, on voit les pubs, on voit les pubs sur LinkedIn, et puis après, en fait, on va peut-être aller taper le nom de la marque dans Google, et puis arriver sur le site internet à un autre moment, et puis en fait, on n'aura jamais cliqué sur la pub. Donc, je trouve que le dwell time, ça répond bien en fait à ce type d'interaction là, ce type de comportement en tout cas. Très cool. Bah, du coup, est-ce que tu as d'autres sujets aussi par rapport aux évolutions de LinkedIn? Pas de souci. J'ai encore 2 news à partager. Il y a la news pénétration de l'audience. Ça vient de sortir il y a environ 2 semaines. Vous allez dans les colonnes diffusion et ça va vous donner la métrique pénétration de l'audience. Donc, c'est quoi la pénétration de l'audience? C'est tout simplement le ratio entre, on va donner un exemple, supposons que vous avez une audience cible de 100 000 personnes
et que le mois dernier, par exemple, vous avez eu 50 000 personnes, vous avez une portée de 50 000, bah là, vous allez avoir une pénétration de l'audience sur 30 jours de 50%. Donc, c'est une métrique qui permet de voir à quel point, de manière effective, vous arrivez à atteindre l'audience que vous voulez toucher. Et en gros, ça permet de comprendre un petit peu qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à cette audience-là. En fait, si vous avez une pénétration de l'audience qui est faible, il peut y avoir plusieurs raisons. Une première raison, ça peut être que, par exemple, vous avez un budget trop faible, vous avez une enchère trop faible, donc vous n'êtes pas assez compétitif. Une deuxième raison, ça peut être tout simplement que l'audience, elle n'est pas active. Donc ça, c'est un peu dommage. Mais si, par exemple, vous avez une pénétration de l'audience sur 30 jours qui est, on va dire, de 20% ou de moins de 20%, ça veut dire que l'audience n'est pas très active sur LinkedIn. Donc, si elle n'est pas active sur LinkedIn, du coup, on aura du mal à lui montrer des pubs. Et enfin, la dernière raison pour laquelle la pénétration de l'audience peut être faible, c'est si vous avez des publicités de faible qualité. Si les pubs sont de faible qualité, par exemple un faible CTR, un faible taux de clic ou un faible taux de visualisation des vidéos, si ce sont des publicités vidéo, LinkedIn, il va mettre un score bas, un peu comme dans Google Ads, parce que lui, LinkedIn, il veut pas montrer trop des publicités de mauvaise qualité, ce qui va faire que dans l'enchère, par rapport aux concurrents, LinkedIn va beaucoup moins montrer vos publicités, ce qui fait que mécaniquement, vous allez avoir du mal à atteindre votre audience. Donc là, c'est un levier, ce levier-là, c'est plus compliqué à cliner que juste augmenter l'enchère ou augmenter le budget. C'est vraiment retravailler les publicités en termes de copie, mais aussi en termes de créa. Et enfin, par rapport à ça, je peux donner quelques benchmarks sur la pénétration de l'audience. Moi, sur les audiences froides, j'ai un minimum à 18% et un maximum à 83% sur 30 jours. Et sur du retargeting, entre 61 et 77%, sachant évidemment que c'est aussi à vous de faire vos propres benchmarks, ce qui vous permettra justement de voir, ah ok, là j'ai une campagne avec un taux de pénétration très faible, comment ça se fait par rapport à cette autre campagne. Et enfin, je peux évoquer le tout dernier point. Donc ça, c'est vraiment un truc qui est en cours de déploiement. C'est la Conversion API. Donc en fait, c'est en gros, c'est un système de pousser des conversions avec HubSpot qui va se faire en direct. C'est-à-dire que pour l'instant, il faut le faire avec Zapier, c'est un peu compliqué. Mais là, en fait, on va pouvoir brancher directement HubSpot sur LinkedIn avec la Conversion API et pouvoir faire pousser de la data de manière plus fiable entre HubSpot et LinkedIn. Sachant que voilà, aujourd'hui, on a quand même pas mal de problèmes de tracking par rapport à tout ce qui est ad blockers, par rapport à tout ce qui est restrictions de tracking sur Safari et Firefox et aussi iOS, que du coup, le fait de passer par ça, ça permet en moyenne, de récupérer en incrémental 25-30% de plus de conversion. Et donc, du coup, c'est quand même intéressant de mettre ça en place. Au-delà du fait de mettre en place ce qu'on appelle l'auto-attribution. Donc, c'est de demander systématiquement dans le formulaire de demande de démo où avez-vous entendu parler de nous en obligatoire, et aussi éventuellement de demander aux commerciaux de poser cette question-là. Parce que comme Axel l'a évoqué, le tracking sur LinkedIn est compliqué pour toutes ces raisons techniques de blocage des publicités, de non-consentement par rapport au tracking, mais aussi, prenons un exemple. Imaginons qu'une personne clique sur votre pub aujourd'hui, mais qu'elle convertisse au jour 92, c'est-à-dire plus de 3 mois après avoir cliqué. Le tracking ne fonctionnera pas parce que la durée du cookie peut pas être supérieure à 90 jours. Supposons que la personne voit la pub, mais elle dit à son collègue de convertir à sa place. Là, pareil, ça marchera pas non plus. Donc, c'est pour ça que c'est important de mettre en place ces collectes de données qualitatives en plus. Donc voilà, c'était tout pour les news. Très cool. Écoute, c'est tellement vrai en même temps, ces systèmes d'attribution là, qui c'est tellement compliqué quand on se base seulement sur le déclaratif de logiciel, parce que en fait, on est aveugle sur une partie clairement du parcours d'achat, et t'as décrit des comportements qui sont tout à fait vrais. Écoute, en tout cas, merci du coup pour ces premières infos. Avec tous ces changements, j'imagine, t'as parlé un petit peu toi, de tes benchmarks, mais j'imagine que t'as effectué pas mal de tests dernièrement. C'est quoi un petit peu les tactiques qui marchent, les formats qui performent le plus en ce moment? Bon, comme j'ai dit, le format Thought Leader Ads, ça fonctionne bien. Après, attention, moi, je vois beaucoup de Thought Leader Ads apparaître sur mon fil. C'est pas c'est des Thought Leader Ads. Ils ont fait des posts un peu de faible qualité. Ils ont sponsorisé. Bon, bien sûr, c'est pas ça qui fonctionne. L'idée, c'est de faire à la base du contenu organique de qualité. Mais si c'est du contenu organique de qualité et qu'on pousse en Thought Leader Ads, là, clairement, c'est un format qui est puissant et qui est poussé par LinkedIn et que je conseille d'adopter, sachant qu'avec ce format-là, on peut faire soit du post textuel pur,
soit du textuel plus image, soit du textuel plus vidéo. Pas encore de carrousel. Un format qui fonctionne extrêmement bien, c'est le format vidéo du fondateur. Donc, c'est quoi? C'est tout simplement un format dans lequel on montre le fondateur ou un C-level en train de parler directement à la caméra. Ça peut être de la haute production, ça peut être plus de la faible production, mais le fait d'avoir ça, ça garantit en fait un point de contact beaucoup plus puissant en fait que juste un point de contact avec le site web, etc. On voit vraiment le visage du fondateur, ça je trouve que c'est très puissant et ça fonctionne bien. J'ai fait beaucoup de tests avec des créas moches. Donc ça, c'est une tendance qui vient un peu de l'e-commerce. Je conseille vraiment de s'inspirer beaucoup de l'e-commerce, du direct to consumer, parce que au niveau marketing, ils innovent pas mal. Et en gros, ça permet sur LinkedIn de faire des créas qui vont avoir des taux de clic beaucoup plus importants et du coup des coûts par clic plus faibles et aussi un impact émotionnel beaucoup plus important. Je peux donner quelques exemples de créas moches. Donc il y a par exemple, on peut faire des sortes de chats, des faux chats humoristiques entre des clients. On peut faire des screenshots d'Apple Notes. Donc ça, c'est vraiment un truc gratuit qui coûte rien. Des fausses notifications d'iPhone. On peut créer un post-it. On peut faire un faux post sur Twitter et derrière faire un screenshot. Ça peut être un commentaire sur Reddit. Ça peut être un passage média que vous avez découpé. Donc en fait, l'idée, c'est d'être le plus créatif possible, le plus organique possible, et après de comparer les résultats. Mais moi, dans 90% des cas, les créas moches performent plus que les créas entre guillemets belles. Mais excuse-moi, oui, Moni, je t'interromps, mais en fait, tu vois, ça me fait trop penser à... J'avais enregistré un épisode de podcast avec le fondateur de Omi, justement, qui s'était servi de Facebook Ads, de Meta Ads, comme son premier levier d'acquisition au début. Donc, justement, il a bien poncé le sujet. Et puis, il me faisait le même retour que toi. C'est effectivement, c'est les créas moches, quoi, qui sortaient du lot et qui performaient souvent le mieux, quoi. Donc, les créas moches, les notes, les photos notes d'Apple, des trucs comme ça. Parce qu'en fait, tout simplement, ça crée une interruption dans ton fil. Quand tu scrolles sur les réseaux sociaux, quand tu as un truc comme ça qui sort un petit peu du lot, en fait, on a l'habitude toujours à essayer de designer un peu les images template d'entreprise et tout, puis l'œil, il a l'habitude, quoi. Par contre, quand on fait quelque chose de moche, au final, ça attire l'œil et du coup, on arrive à retenir l'attention un petit peu du, du prospect, quoi. Et donc à sortir du lot, donc effectivement, c'est vachement intéressant et c'est un bon conseil, quoi. Et par rapport à ce que tu disais aussi juste avant les créas moches, c'est quoi les bons tips pour faire un bon post Thought Leader Ads? C'est quoi? Donc les bons tips pour les posts Thought Leader Ads. Donc pour moi, le succès d'un programme Thought Leader Ads, il y a trois choses. Le premier, évidemment, c'est que la personne, ça soit vraiment un thought leader. C'est-à-dire que, en gros, vous pouvez pas aller prendre un ghostwriter et dire, OK, maintenant, tu vas faire des posts pour notre CEO. C'est pas possible. Même si c'est le plus smart du monde, il faut que les insights, on va dire, que ce qui est écrit dans le post, ça vienne, en fait, du cerveau d'une personne qui a une vraie expertise. Donc, ça soit en gros, entre guillemets, la voix du CEO. Donc, typiquement, si vous avez un ghostwriter, que ce soit interne ou externe, il faut que cette personne-là aille interviewer votre C-level, votre founder, que ça soit toutes les 2 semaines, que ça soit tous les mois, pour aller lui poser des questions intelligentes qui vont faire que cette personne-là, le CEO, va lui dire, OK, ouais, voilà, les trends que j'ai vus sur le marché, voilà ce qui m'excite en ce moment par rapport à l'industrie, voici ce que les clients nous ont dit la semaine dernière, voici comment notre produit il est vraiment efficace, etc. Donc ça, c'est la première chose. C'est la source des insights. Ça doit être de la vraie expertise. Sinon, c'est pas des thought leadership. La deuxième composante, évidemment, c'est tout ce qui est copywriting. Donc, en gros, c'est respecter les règles de copywriting, toujours écrire pour une audience froide. C'est-à-dire, en gros, ne pas faire des posts qui soient les plus incisifs possibles. Pas de phrases en trop, pas de mots en trop. Faire une accroche qui soit forte et qui va proposer une promesse. Et puis après, délivrer cette promesse. Avoir un formatage au niveau du post qui soit le plus, on va dire, le plus propre possible et le plus aéré possible pour que les gens lisent le post, c'est-à-dire éviter les gros blocs de texte un peu moches, faire en sorte que les gens puissent lire le post, sachant que sur LinkedIn, les gens ils ont tendance quand même à scanner un petit peu, à mon avis. Donc c'est pour ça que moi, même quand je fais un post long, des fois je vais faire des sauts de ligne, des fois je vais mettre des petits traits, des fois je vais mettre des petits emojis ou des puces pour rendre la lecture un peu plus sympathique. Tester différents formats, donc soit le texte tout seul, soit texte plus image. Et enfin, le troisième levier pour moi, par rapport au thought leadership, c'est la régularité. C'est ça qui fait en fait qu'on performe. Évidemment, voilà, si on fait juste un post de temps en temps, ça marche pas. L'idée, c'est d'avoir une cadence de poste. Moi, je dirais au minimum un post par semaine.
Moi, j'ai une phase où je faisais 5 posts par semaine. Là, je vais passer à 3 posts par semaine. Donc, avoir une cadence qui permet deux choses. La première, on s'améliore évidemment. Et la deuxième, on accumule une audience organique. Ouais, effectivement, bah, du coup, d'avoir une stratégie sur le long terme et de poster régulièrement, donc au-delà de la construction de l'audience, effectivement, c'est ce qui va te permettre de voir aussi quels sont les posts qui ont le plus d'engagement et puis du coup de sélectionner ceux qui fonctionnent le mieux en organique, quoi. Ok, bah écoute, je sais pas si tu voulais revenir, je t'ai interrompu sur les choses qui marchent en ce moment, mais sinon pour poursuivre, si on disait que tu avais par exemple 1 000 € par mois pour te lancer sur LinkedIn Ads en termes de budget quoi, comment est-ce que tu t'y prends pour construire le compte? C'est quoi en fait le minimum viable LinkedIn Ads? Mais déjà, je voulais juste terminer sur, on va dire, les choses que j'ai testées qui fonctionnent bien. Je fais beaucoup de ciblage par liste de compte, Mhm. VS le ciblage par industrie. Parce que ciblage par industrie, au final, ça peut être précis, mais ça peut être aussi très imprécis. Ouais, vas-y, pardon. Pourquoi? Parce que les pages d'entreprise s'auto-déclarent. Elles s'auto-rangent dans une industrie. Et des fois, vous allez avoir une boîte de SaaS, RH, qui va soit se ranger dans développement de logiciel, soit qui va se ranger dans ressources humaines. Et donc, du coup, en termes de targeting de compte, moi, j'essaye de plus en plus et je pousse mes clients à faire ça. Donnez-moi une liste de comptes. Comme ça, je target uniquement cette liste de comptes-là. Et enfin, en termes de ciblage par personne, ce que je fais souvent et qui fonctionne souvent très bien, c'est au lieu de cibler par intitulé de poste, je vais cibler par fonction, d'une manière un peu plus large. Mais après, derrière, je vais éliminer les mauvais intitulés de poste. Donc ça, c'est vraiment des petits hacks qui me permettent d'avoir de meilleures performances dans la plupart des cas. Mais maintenant, ouais, par rapport au budget de 1 000 € par mois, donc effectivement, c'est difficile de faire moins. Donc, effectivement, voilà, je pense que c'est bien de démarrer avec 1 000 € par mois. On va parler d'un minimum viable LinkedIn Ads, sachant qu'on va dire la grosse contrainte, ce sera par rapport à l'audience qu'on a. Si on a 1 000 € par mois, il faut pas toucher une trop grosse audience parce que ça va servir à rien. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le chemin, on va dire, le parcours de conversion B2B est extrêmement long. Il faut en moyenne 222 points de contact marketing et vente pour arriver de la première impression au close one, d'après Hockeystack. Et donc, du coup, il faut atteindre une certaine saturation en termes de, on va dire, de fréquence d'impression. C'est-à-dire qu'en fait, il faut montrer suffisamment les publicités aux gens pour les amener à, derrière, éventuellement convertir. Moi, j'ai des petites guidelines que j'ai par rapport au nombre d'impressions sur une audience froide. Je veux avoir entre 5 et 10 impressions par mois sur toutes les campagnes froides. Sur une audience de retargeting, je vais avoir entre 10 et 15 impressions par mois pour une personne en moyenne. Et donc, en fait, c'est ça qui va un petit peu gouverner la taille d'audience qu'on va pouvoir adresser avec le budget de 1 000 €. Donc voilà, il faut quand même faire attention à ça. Donc, en fait, l'idée, en fait, c'est de faire un petit fichier Excel où on a l'audience qu'on veut adresser. Par exemple, on va dire, je sais pas, 50 000 personnes. Après, derrière, on met un ratio parce qu'on sait que, par exemple, une partie sera pas active sur LinkedIn. Donc, on va mettre un ratio, par exemple, 50%. Donc, on passe de 50 000 à 25 000. Après, on dit, OK, je veux avoir, on va dire, 10 impressions par mois. Et donc, en fait, si on multiplie l'audience qu'on veut toucher, par exemple, 25 000 par le nombre d'impressions par personne, donc ça fait 25 000 fois 10, ça fait 250 000. Donc, on dit, OK, je veux avoir 250 000 impressions par mois sur une audience froide. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier ce chiffre-là par le CPM. Donc, on va dire, on va faire 250 000 fois le CPM, qui est le coût par 1000. Donc, on va dire qu'il sera de 15 pour une audience froide en moyenne. Et on va diviser par 1000. Et ça va donner, on va dire, le budget qu'il faut pour toucher cette audience-là de manière suffisante, avec 10 impressions par mois, sur la couche froide. Bon, c'est vrai que on n'a pas forcément la vidéo, donc c'est pas forcément simple à comprendre, mais je vous invite vraiment à faire le calcul sur un fichier Excel pour pouvoir voir pour pouvoir en gros calculer la taille d'audience que vous allez pouvoir adresser avec votre budget. Donc après d'ailleurs, en termes de préco, moi ce que je dirais si on n'a pas beaucoup de budget, c'est faire un maximum de vidéo ads parce que typiquement elles vont générer pas mal de résultats à budget équivalent. VS, des publicités classiques en image ads. Et donc là en fait, je vais être très simple sur ce genre de compte. Moi, l'idée que j'ai, c'est plus faire en seulement 2 couches, une couche en proie, donc avec 70% de budget, donc 700 € par mois. Donc là, je vais mettre, en gros, je vais mettre 2 campagnes. Donc une campagne à 350 € par mois, et une campagne à 350 € par mois. Donc une première campagne en marketing produit, où là, je vais parler des résultats clients, je vais parler d'avant, après, je vais parler de problèmes. Et je vais mettre à côté une campagne de contenu expert,
Donc, ça peut être du contenu expert de marque ou du contenu expert, on va dire, en thought leader ads, où là, je vais mettre tout ce qui est articles, vidéos, des guides, extraits de webinaires, et je vais tester le contenu ouvert et le contenu fermé. Parce que le contenu fermé, c'est vrai qu'on en parle un peu mal aujourd'hui. Globalement, ça a tendance à être saturé au niveau du marché, mais j'ai quand même certains marchés qui résistent, où l'audience n'a pas encore été trop saturée par ce genre de tactique et qui va réagir extrêmement bien au contenu fermé. Et derrière, à de la relance, marketing et sales. Donc ça, c'est la couche froide. Et après, d'ailleurs, en retargeting, très simplement, sur 90 jours, c'est-à-dire en gros, tous les gens qui ont visité le site web, qui ont visité la page d'entreprise, qui ont engagé avec une pub image ou vidéo sur les 90 derniers jours, je vais leur mettre une campagne à 300 euros par mois, parce que de toute façon, on peut pas faire moins, en fait, techniquement, parce que c'est 10 euros par jour au maximum. Où là, en fait, je vais mélanger les deux thèmes. Je vais mélanger le thème marketing produit et preuve sociale. Donc, marketing produit, je vais essayer de montrer le produit sous toutes ses autres facettes. Donc, je vais parler, par exemple, de différenciation. Je vais parler de différentes capacités qu'il a, mais que je n'ai pas parlé dans la première couche. Je vais parler du coût d'opportunité de ne pas acheter le produit. Je vais peut-être commencer à lever des objections, des questions fréquentes. Et le deuxième thème, c'est la preuve sociale. Donc ça, vous connaissez bien, donc tout ce qui est témoignages, case studies, éventuellement des distinctions que vous avez eues, des quotes, des RP, etc. Et en gros, avec ça, si j'ai un bon product market fit et j'ai un contenu de qualité, ça va driver des demandes de démo. Sachant que les demandes de démo, typiquement, faut attendre, c'est entre les mois 3 et mois 6 que ça se produit. Des fois, c'est au premier mois, des fois, c'est au second mois, mais souvent, faut quand même attendre un petit peu. Ouais, donc tu disais en fait 1000 euros par mois, en fait tu vas diviser ça en deux couches, une campagne, on va dire une première couche où tu mets 70% du budget, donc 700 euros par mois sur une audience froide, donc quelqu'un qui ne te connaît pas, avec deux types de campagnes, donc 350 euros chacune. La première du market produit, donc résultats, avant, après, pain point et tout. Et puis la deuxième plutôt avec du contenu d'expert, donc c'est là que tu vas pousser les thought leader ads, des vidéos facecam, potentiellement des lead magnets, tu disais, avec du contenu ouvert et du contenu fermé. Donc ça, en fait, le but, ça va être peut-être de faire interagir les prospects qui te connaissent pas du coup avec ta pub, les amener sur ton site internet. Voilà, donc tu mets 70% de ton budget là-dessus pour faire de la découvrabilité un petit peu au final. Et après, donc tu as une couche de retargeting, 30% du budget, 300 euros par mois, un retargeting à 90 jours, t'as dit. Où là, pareil, tu vas diviser en fait tes contenus entre du marketing produit, mais ce coup-ci plutôt axé sur la différenciation, le coût de pas acheter, les capacités de traiter les objections, ces choses-là. Et puis beaucoup de la preuve sociale. Du témoignage avec des case studies, des RP, potentiellement, c'est ça, des postes de clients, des distinctions, des trucs comme ça, pour aller rassurer l'audience. Et donc là, tu vas plutôt chercher à convertir, quoi. Ok, trop cool. Mais du coup, alors là, t'as tes 1000 euros par mois, t'as fait ton test, t'as fait la preuve que LinkedIn Ads ça fonctionnait et tu commences à générer des résultats. Du coup, t'as réussi à développer à débloquer une enveloppe supplémentaire. Ton budget, il a fait x5, t'as 5000 euros par mois maintenant. Comment est-ce que tu développerais ce compte? En fait, il y a plein de leviers potentiels. Si les campagnes fonctionnent bien, évidemment, je vais les garder. Mais après, derrière, je vais étendre de plein de façons différentes. Donc, il y a plein de vecteurs différents. Déjà, c'est étendre à une autre audience. Ça soit par exemple, OK, on va tester d'autres entreprises, ou alors on va tester d'autres pays, ou alors on va essayer d'étendre le ciblage par poste à d'autres personnes dans le groupe d'achat. Donc moi, j'essaye toujours, quand je démarre un compte client, d'essayer d'adresser tout le groupe d'achat, mais des fois, c'est pas possible. Donc du coup, on va adresser juste les champions et les decision makers. Mais par exemple, on va pas adresser les influenceurs. Donc, alors que moi, je préfère, si je peux, si j'ai tout le budget possible, je vais vraiment essayer de recouvrir l'intégralité du groupe d'achat, parce qu'on sait très bien qu'en B2B, plus les personnes du groupe d'achat complet ont été inclus dans les initiatives publicitaires, plus ça va être facile après au niveau conversion dans le pipeline d'avancer. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je peux aussi travailler sur l'exposition. C'est-à-dire que voilà, si par exemple dans ma campagne à 1000 euros par mois, j'ai une exposition un petit peu faible, donc c'est-à-dire que par exemple sur la couche froide, j'ai eu seulement une fréquence de 5 ou de 6, je veux dire OK, là je vais essayer de monter la fréquence. Je vais monter la fréquence à 8, à 9, à 10, à 11, et je vais voir là où ça casse. Donc en fait l'idée c'est d'augmenter l'exposition, que ce soit en cold et en retargeting, enfin par exemple sur la couche froide et retargeting, pour voir si on peut pas montrer davantage de publicité à la même audience
sans la fatiguer. Et comment on fait pour voir la fatigue de l'audience? Tout simplement, on voit que les métriques associées à la campagne, par exemple les taux de clic, par exemple le coût par vue à 50%, ça va commencer à augmenter fortement. Donc là, c'est là qu'on voit qu'on a saturé un peu son audience. Autre chose que je peux ajouter, donc c'est les campagnes ABM. Donc campagne ABM, il y a plein de façons de faire des campagnes ABM, mais on peut faire des campagnes ABM en one-on-one. Donc c'est-à-dire on va prendre un seul compte. Supposons, allez, on veut viser Amazon. Et on va juste viser Amazon avec une campagne Amazon. C'est-à-dire qu'en gros, au niveau des créas et au niveau des contenus, on va parler d'Amazon. Et au niveau du texte publicitaire, on va aussi parler d'Amazon. Là, pour ça, il faut avoir une taille d'audience de minimum 300 personnes. On peut aussi faire des campagnes ABM one to few d'accélération de pipeline. C'est-à-dire qu'on va dire, OK, tous les comptes où il y a du pipeline ouvert, ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur servir une campagne spéciale. Et dans cette campagne spéciale, on va continuer en fait à leur mettre de l'éducation par rapport au produit et par rapport du contenu, mais aussi on va essayer de leur donner des réponses aux questions que les gens se posent typiquement pendant cette étape du cheminement d'achat. C'est-à-dire qu'ils ont déjà fait le premier call, mais qu'est-ce qui se passe dans les calls d'après? Quel type de questions et de gestions ils sortent? En fait, l'idée c'est d'essayer d'adresser tout ça pour les encourager tout simplement à avancer. On peut acheter des campagnes de rétention et d'expansion. Donc rétention, par exemple, ce sont des campagnes où on va essayer d'évangéliser en interne chez les clients installés l'usage de notre outil. Et enfin, expansion, c'est assez basique. On a réussi à avoir une certaine business unit de cette entreprise, on va essayer d'en avoir une autre. En disant, OK, vos collègues de telle business unit ou telle filiale, ils ont notre logiciel, ils ont notre outil. Regardez ce que vous pouvez en faire, etc. J'ajoute aussi typiquement des campagnes de conversion. Donc là, quand j'ai parlé tout à l'heure des campagnes à 1 000 € par mois, j'ai pas mis de campagne de conversion directe parce que pas assez de budget pour inclure ça. Là, évidemment, quand j'ai plus de budget, je vais pouvoir mettre plus de campagnes de conversion. Je vais pouvoir mettre des campagnes de demande, de démo. Et enfin derrière, je vais pouvoir aussi ajouter plein d'autres formats. Donc je vais ajouter des text ads, je vais ajouter des document ads, des spotlight ads, des document ads. Et aussi, si on n'avait pas beaucoup de vidéos, mettre plus de vidéos. Si on n'avait pas beaucoup de single image ads, mettre plus de single image ads. Donc l'idée en fait, c'est Donc si on résume, c'est soit augmenter la taille de l'audience, soit augmenter l'exposition. Et évidemment, plus on augmente l'exposition, plus on va avoir tendance à acheter d'autres formats, pour aussi faire en sorte que les gens, on leur offre une expérience un petit peu diversifiée. Ok, trop cool. Écoute, merci encore une fois pour ce partage d'expérience, on va dire, et ces conseils. Si on devait résumer notre échange, s'il y avait une chose à retenir en fait un petit peu de tout ce qu'on s'est dit là, c'est quoi le conseil que tu mettrais en avant par rapport à l'entretien qu'on vient d'avoir? Pour moi, donc c'est très bien tout ce que j'ai parlé en termes de technique, en termes de hack, en termes de tout ça. C'est un peu un back to basics. Pour moi, 2 choses extrêmement importantes, c'est la qualité des créas et c'est la qualité des contenus qu'on diffuse. C'est-à-dire où est-ce qu'on emmène les gens, quelle vidéo en fait on leur montre. Sans ça, même si on a un bon produit, on aura énormément de mal à avoir des performances avec LinkedIn Ads. Ok, ouais, évidemment, hein. De toute façon, à la fin, on en revient toujours un petit peu au basique. C'est la qualité du contenu qui prime. Écoute, encore une fois, Moni, merci pour tout, tous ces conseils, tout son partage d'expérience. Évidemment, je mettrai les liens vers ton podcast et j'invite les gens à aller te retrouver sur LinkedIn aussi parce que tu partages beaucoup de contenu autour de ça, notamment des décryptages de pubs et c'est souvent très cool. Donc, encore une fois, merci d'être venu sur le podcast. Et puis, du coup, encore une fois, merci pour tout ça. Et puis, il me reste à souhaiter une bonne journée. Donc, je te dis à bientôt, Moni. Merci beaucoup, Axel, et merci beaucoup à tous d'être venus. Salut. À bientôt. À tous ceux qui ont tenu jusqu'ici, déjà, merci beaucoup. Et j'imagine que le sujet vous a plu. Donc, n'hésitez pas à envoyer de bonnes ondes à notre invité. Pour ceux qui le souhaitent, le meilleur moyen de soutenir le podcast, ça reste d'en parler autour de vous et de laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Je compte sur toi. Dans tous les cas, à bientôt pour un prochain rendez-vous au Café du Market.